l'invitation aux deux associations, effectivement. C'est toujours très plaisant de pouvoir discuter d'un livre. Hier, j'étais à Rouen et il y avait à peu près d'ailleurs une audience similaire, je pense, en termes de nombre. Et on a eu une bonne discussion autour de ces questions. Donc évidemment, d'abord, merci pour l'invitation. Alors je voudrais commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, par un mot de solidarité qui n'est pas, à mon sens, négligeable, de solidarité antifasciste d'une certaine manière, puisque il s'adresse à un militant antifasciste, Antonin Bernanos, qui actuellement est en prison depuis 2 mois et par ailleurs en isolement. Il vient tout juste après 2 mois de prison où il était complètement isolé, sans aucun contact avec l'extérieur, y compris même des courriers, etc., de pouvoir rencontrer sa famille il y a quelques jours. Il est en prison, c'est un militant de l'action antifasciste Paris banlieue, parce qu'il s'est opposé avec d'autres depuis, disons, dans la dernière séquence autour des manifestations de Gilets jaunes. Il s'est opposé politiquement et physiquement à la présence des groupuscules fascistes dans les manifestations, faisant en sorte que ces groupuscules n'aient pas leur place dans des mobilisations populaires, en considérant qu'ils n'avaient pas leur place, et faisant en sorte qu'ils ne puissent pas parader et diffuser leur venin dans le cadre de ces manifestations. Et je trouve que le fait que Antonin soit en prison actuellement et depuis 2 mois, alors même que, par exemple, les assassins de Clément Méric sont en liberté actuellement, illustre le fait que ceux à la tête de l'État qui se prétendent des barrages à l'extrême droite, les meilleurs remparts face au fascisme, dans les faits, ils s'attaquent très frontalement à ceux et celles, militants et militantes, qui réellement et activement s'opposent à l'extrême droite quand elle cherche à s'implanter, à diffuser ses idées, etc., ou ses idées avec de gros guillemets. Mais au-delà du cas d'Antonin, on pourrait évoquer le cas de ces militants et militantes, il me semble italiennes d'ailleurs, ou italiens, qui se sont opposés à l'initiative abjecte des militants de Génération Identitaire au col de l'Échelle, et qui ont été également condamnés, alors même que les militants identitaires, eux, n'ont pas été inquiétés, alors même que leur initiative était... J'ai dit abjecte parce qu'elle consistait en fait à empêcher des migrants et des migrantes qui avaient déjà passé un parcours du combattant absolument effarant de chercher à les empêcher de passer. Et on a vu d'ailleurs récemment des articles de presse montrant que des corps de migrants et de migrantes avaient d'ailleurs été retrouvés dans les Alpes, donc sous la neige. Donc là encore, ça dit quelque chose du rôle de l'État, et notamment depuis quelques années de la lutte que mènent des services de l'État, notamment les renseignements généraux, etc., contre les militants et les militantes antifascistes, et je pense que c'est important de le noter. Alors, bon, si on est là, il me semble, c'est que je pense qu'on partage sans doute le constat qu'on vit dans une situation extrêmement inquiétante, extrêmement périlleuse. Et je dirais pour 2 raisons qui en partie se renforcent l'une l'autre, mais on aura le temps d'en parler. C'est le plus évident, les deux sont assez évidents, c'est qu'on a un renforcement électoral, mais aussi intellectuel, idéologique des extrêmes droites, au plan national, européen et mondial. Bon. Juste pour prendre le cas de l'Europe, on a des pays dans lesquels, si on prend à l'échelle de 10 ans, des pays dans lesquels l'extrême droite n'était pas développée électoralement, et aujourd'hui où elle l'est. Bon, il n'y a quasiment plus aucun pays en Europe qui n'a pas une extrême droite qui régulièrement aux élections fait plus de 10%. Il y a encore 10 ans, il y a guère que je crois le Portugal en Europe qui est dans ce cas-là. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'extrême droite organisée qui faisait plus de 10% en Espagne, en Allemagne, en Suède, etc. Ça, c'est fini. Ce sont des pays, par exemple, où dans la période assez récente, on a eu l'émergence électorale de Vox en Espagne dans la dernière période, de l'AfD en Allemagne, etc. Donc on a un développement de l'extrême droite au plan national, européen et mondial. Donc ça, évidemment, c'est un des aspects du caractère inquiétant, une dimension de ce caractère inquiétant de la situation dans laquelle on est. Mais il y a un autre aspect, c'est... Je crois que c'est aussi assez flagrant au vu des 6 derniers mois, notamment cette séquence bien marquée par les mobilisations de Gilets jaunes, c'est la dérive autoritaire de l'État que l'on observe en France, mais dans d'autres pays. La dérive, l'accélération des politiques néolibérales qui ont pour effet évident de détruire les conditions de travail et d'existence de la majorité de la population. On le sait maintenant depuis plusieurs décennies, mais avec Macron, on a une accélération de ces politiques-là. Bon, et sur tous les plans,
bientôt les retraites, déjà l'assurance chômage, c'est annoncé en ce moment, les lois travail qui se sont succédées qui visent la destruction du code du travail, c'est-à-dire parmi les plus importantes conquêtes du mouvement ouvrier au XXe siècle, etc. Donc on a ces deux aspects, hein, et qu'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire que on a à la fois donc le développement des extrêmes droites organisées sous la forme de partis, et puis des classes dominantes qui, dans la plupart des pays, sont engagées dans une dérive autoritaire, néolibérale, et je dirais aussi xénophobe, hein. Il ne faut pas oublier cette dimension-là, hein. Macron en fait beaucoup pour se distinguer verbalement, rhétoriquement de Salvini en Italie, de Orban en Hongrie, mais qu'a-t-il fait depuis qu'il est là? Il a non seulement reconduit le traitement hyper répressif qui est fait aux migrants et aux migrantes qui arrivent en France, hein, à Calais, etc. Bon, et puis il a fait passer une loi, la loi Asile-Immigration, qui a durci toutes les dispositions en vigueur en matière d'accueil des réfugiés. Alors évidemment, ce n'était pas suffisant pour le FN ou pour LR, les Républicains, mais de fait, hein, c'est une loi qui rend encore les choses encore plus difficiles pour les migrants et les migrantes. Et par ailleurs, on voit se succéder, y compris des initiatives répressives contre ceux et celles qui militent pour la solidarité avec les migrants, militent activement, hein. On le voit en France comme on le voit en Italie avec Salvini. Alors sans doute peut-être de manière un peu atténuée en France, encore que, hein, mais on le voit aussi. Donc il y a une dérive non seulement autoritaire, non seulement néolibérale, mais aussi xénophobe des classes dirigeantes, et particulièrement, c'est particulièrement vrai en France. Juste encore un exemple, hein, qui me vient à l'esprit maintenant, le ministre de l'Intérieur actuel, hein, Castaner, s'est distingué, entre guillemets, par des propos qui étaient les mêmes non seulement que l'extrême droite en France, mais que Salvini en Italie, autour des associations d'aide aux migrants qui aideraient les passeurs, etc. Bon, voilà, bon. Donc la question d'une certaine manière qui se pose à nous, en quelque sorte politiquement, c'est d'une certaine manière la suivante. C'est après avoir été condamné pendant des décennies, en réalité depuis la conversion du Parti socialiste au néolibéralisme dès 1983-1984, hein, ce qui a été appelé le tournant de la rigueur, hein, qui a été une trahison du programme de l'Union de la gauche de l'époque, hein, qui était un programme qui aujourd'hui, au vu de ce que sont les programmes de gauche, apparaît très radical, hein, ce qui était le parti, l'alliance entre le PS et le PC début des années 80, c'est sur un programme aujourd'hui qui paraîtrait extrêmement radical en fait, hein, beaucoup plus radical d'ailleurs que le programme par exemple de Mélenchon en 2017. Hein. Bon, mais depuis le tournant de la rigueur, hein, on a vu se succéder des politiques néolibérales, des politiques d'austérité de gauche ou de droite, hein, alors de gauche entre guillemets, disons, une espèce d'alternance tranquille entre cette austérité de droite et cette austérité de gauche, hein, qui aboutissait à toujours plus de privatisation. Je rappelle que par exemple Jospin a privatisé plus que les gouvernements de droite qui l'avaient précédé, hein, de privatisation, de casse du code du travail, de casse progressive du système de protection sociale, etc. Donc après avoir été condamné à cette alternance sans alternative réelle, hein, pendant des décennies, le problème c'est qu'on risque là, et on l'a bien vu au moment des européennes, hein, d'être piégé dans un duel absolument mortifère entre l'extrême droite, que moi je qualifie de néofascisme, et je vais y revenir après, hein, c'est au sens néofasciste au sens où elle actualise, elle réactive le projet, l'héritage fasciste, mais d'une manière évidemment différente des fascistes de l'entre-deux-guerres. Ce ne sont pas des idiots, ils ne vont pas répéter les mêmes recettes, ils n'ont pas exactement les mêmes mots, ils ne défilent pas en général, en tout cas la plupart, en uniforme, en faisant des marches au flambeau, etc. Ce serait trop facile d'une certaine manière si l'histoire repassait les plats avec les mêmes noms sur le menu, assaisonnés exactement de la même manière. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, l'histoire. Hein. La renaissance de projets politiques, y compris fascistes, ne prendra pas la même forme. Hein. Bon, juste une citation, Orwell disait, après la Seconde Guerre mondiale, quand les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon. Il voulait dire, bon, ils apparaîtront comme ce sont des fascistes en costard. Bon, d'une certaine manière, les dirigeants du Front National, par exemple, alors il y en a d'autres qui ne sont pas des fascistes en costard, qui sont dans la rue, qui agressent, etc. Mais il y a aussi ces fascistes en costard qui sont là pour, qui en quelque sorte respectabilisent en fait et actualisent l'héritage fasciste. Hein. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors. Donc voilà, donc le problème c'est qu'on risque d'être piégé, comme on l'a été d'une certaine manière dans la séquence là, des élections européennes, dans un duel mortifère entre cette extrême droite néofasciste et puis ce que moi dans le bouquin j'appelle l'extrême centre néolibéral. Pourquoi extrême centre ?
c'est précisément pour ne pas prendre pour argent comptant ce que des gens comme Macron, c'est vrai de Hollande précédemment, hein, disent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils seraient au centre du jeu politique, qu'ils seraient d'une certaine manière, quand vous êtes au centre, vous êtes modéré. Hein. Il y a ceux qui sont extrêmes de gauche, extrême droite, etc. Et puis vous êtes au centre, donc vous êtes forcément raisonnable. Hein. C'est ce qu'ils font d'ailleurs sur la question de l'immigration. Ils disent qu'il faut être ni angéliste, ni ultra répressif, donc ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. Donc nous sommes les seuls raisonnables. Ils ne sont pas raisonnables. Ils sont extrêmes d'une certaine manière. Les politiques de Macron sont extrêmes au sens où elles produisent des effets extrêmes dans le traitement, je l'ai dit déjà, des migrants, dans le fait que ça accroît démesurément les inégalités sociales sur la santé, sur le logement, sur les richesses, etc. Que les effets des politiques autoritaires sont extrêmes. La dérive autoritaire, ça se matérialise concrètement avec des dizaines de gens qui ont perdu un œil au cours des 6 derniers mois, plusieurs personnes qui ont perdu un pied parce qu'en France, contrairement à l'ensemble des pays européens, on use par exemple de grenades dites défensives de désencerclement, mais qui en fait sont des armes offensives que aucun gouvernement en Europe, y compris des gouvernements considérés comme plus autoritaires que le gouvernement Macron, des gouvernements illibéraux, dit-on, Orban, etc., y compris des choses qu'ils n'utilisent pas, des armes qu'ils n'utilisent pas. Bon. C'est ça les effets extrêmes, et c'est pour ça que d'une certaine manière, il faut les qualifier d'extrêmes. Macron, c'est l'extrême centre. Hein. Néolibéral, alors projet, c'est un projet néolibéral, on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, on est un peu... c'est ça, d'une certaine manière, alors je vais le dire plus positivement, le défi, en quelque sorte, c'est d'arriver à faire émerger, alors je vais le dire de manière très vague à ce stade, mais de faire émerger un troisième pôle, en fait. Bon. Que je qualifierais d'ailleurs pas pour moi d'extrême gauche. Il n'y a pas l'extrême droite, l'extrême centre et l'extrême gauche. Des gens qui disent que c'est pas possible un monde dans lequel une dizaine de personnes possèdent autant que 3,6 milliards d'humains, c'est pas possible qu'on les qualifie d'extrémistes. Je veux dire, ce qui est extrémiste, ce qui est extrême, c'est d'une certaine manière le monde dans lequel on vit déjà. Bon, je le dis sur le plan social, mais on pourrait pas en prendre des exemples sur le plan environnemental. Des gens qui ne font rien réellement contre le basculement climatique, avec les effets que cela aura, et maintenant on le sait. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de doute sur ce fait-là, hein, sur le basculement climatique et sur ses effets pour la population mondiale, et en particulier pour les peuples du Sud, hein, anciennement qu'on qualifiait avant du tiers-monde, etc. Bon, on sait quels effets aura le basculement climatique. Des gouvernements qui ne font rien sur ce plan sont des gouvernements criminels, des gouvernements extrémistes. Bon, voilà. Donc l'enjeu, hein, d'une certaine manière, dans les mois et dans les années à venir, en France et ailleurs, c'est d'arriver à faire émerger un autre pôle qui soit alternatif aussi bien à l'extrême droite néofasciste et à l'extrême centre néolibéral. Et toute, je dirais, une grande partie de nos énergies, hein, au-delà des combats très défensifs qui sont toujours nécessaires, il y a toujours des combats défensifs pour éviter telle ou telle loi, en tout cas pour empêcher un tel gouvernement de faire passer telle loi, pour aider les migrants, c'est bon. Plus positivement, une grande partie de nos énergies devrait être consacrée à faire émerger ce pôle politique alternatif aussi bien à Macron qu'à Le Pen, pour prendre la situation française. Alors, donc voilà, donc le livre que j'ai écrit, je ne sais pas essayé, mais que j'ai écrit, d'une certaine manière, s'enracine dans le sentiment qu'il y avait dans un sentiment d'urgence évidemment, et un sentiment d'inquiétude par rapport à une situation qui s'installe depuis pas mal d'années, hein. Et puis dans l'idée qu'il y avait une sorte de double paradoxe, parce que le premier, c'est que l'extrême droite indéniablement progresse sur le plan électoral, sur le plan idéologique, c'est-à-dire dans les consciences, on le voit, je sais pas, à travers les nombres de ventes de gens comme Éric Zemmour, mais il y en a d'autres, hein, qui sont souvent moins connus, mais qui vendent aussi énormément de livres, hein, des idéologues identitaires, je tairai leur nom, ou des sites internet de fascistes qui disposent d'une audience très très vaste. Hein. Bon, je vais quand même en citer un, Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, qui est un nazi français, hein, antisémite forcené, obsessionnel, etc. Son site bénéficie de plus de consultations que Mediapart, par exemple. Bon, il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'ils ont, au-delà même de l'empreinte électorale du Front National, on a des groupes indéniablement d'extrême droite, indéniablement dans l'affiliation du fascisme, voire dans le cas de Soral, pour moi, indéniablement dans l'affiliation du nazisme, qui disposent d'une audience très vaste, très large sur Internet. Il y a Soral, il y a Égalité, il y a F de Souche également, qui est plutôt lié aux identitaires, etc. Bon. Donc l'extrême droite progresse sur les deux plans, sur le plan idéologique et sur le plan électoral, dans les votes et dans les consciences, et dans le même temps régresse, c'est pour ça que je parle d'un paradoxe, le sentiment antifasciste, bon, dont l'idée minimale en quelque sorte est l'idée que le fascisme, ou que
disons plus largement l'extrême droite, est un danger mortel pour les libertés publiques, pour les droits démocratiques fondamentaux, pour tous ceux et toutes celles qui luttent, pour les minorités, etc. Bon. Un symptôme de ça, c'est que c'est la comparaison entre ce qui s'est passé en 2002 et ce qui s'est passé en 2017. Bon. En 2002, on a eu des manifestations spontanées de masse quand Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et spontané de masse, c'était pas. J'entends parfois, maintenant aujourd'hui, parfois rétrospectivement, on se fait des idées. J'entends parfois que l'idée que ça aurait été complètement téléguidé par Chirac pour se faire élire, etc. Bon, Chirac a évidemment joué, instrumentalisé tout ça pour se faire élire confortablement. Ça, ils jouent leur partition, ces gens-là. Hein. Mais moi, je me souviens très bien de 2002. 2002, c'était très largement spontané, notamment dans la jeunesse, dans beaucoup de secteurs de la population. Il y avait l'idée, on n'a plus jamais ça. L'extrême droite au deuxième tour, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Donc, dans les milieux étudiants, dans les milieux lycéens, dans les milieux syndicaux, dans les milieux artistiques, intellectuels, il y avait eu une réaction à la hauteur, d'une certaine manière, de la situation où on voit l'extrême droite parvenir au second tour de l'élection présidentielle. En 2017, à peu près rien. À peu près quelques manifestations sporadiques ici ou là, petites, hein, mais vraiment pas grand-chose, alors même que Marine Le Pen a fait 34%, c'est-à-dire, en gros, quasiment le double. Puisque Jean-Marie Le Pen avait fait 18% en 2002, au deuxième tour, quasiment le double de ce qu'avait fait donc, son père en 15 ans auparavant. Bon. Mais sans réaction. Alors, le deuxième paradoxe, c'est qu'on ne peut pas ne pas voir que l'extrême droite progresse, ne serait-ce qu'électoralement, juste, je l'ai un peu dit, mais entre 2012 et 2017, le Front National a fait tout simplement ses meilleurs scores à toutes les élections. Les municipales, il n'a jamais eu autant de conseillers municipaux à l'échelle nationale. Il a déjà eu des mairies un peu plus importantes en 95, mais il en a quand même gagné quelques-unes cette fois-là. Il a aux élections régionales, aux élections européennes, il avait déjà gagné les élections européennes de 2014. Hein. Il a gagné les élections régionales de 2014 également. L'élection présidentielle, il a fait le meilleur score de son histoire. Il y a guère, je crois que les législatives de 2017 où ils ont déjà fait mieux. Mais bon, ils ont fait leur meilleur score. Donc on ne peut pas ne pas constater qu'il y a une progression, ne serait-ce qu'électorale, de l'extrême droite. Et pourtant, en tout cas autour de moi, j'ai le sentiment qu'on ne prend pas, alors peut-être un peu plus maintenant, mais guère plus en réalité, mais on ne prend pas tellement au sérieux la possibilité que non seulement que l'extrême droite puisse parvenir au pouvoir, bon, d'une manière ou d'une autre, hein. Soit en gagnant l'élection présidentielle, c'est pas le plus probable, mais étant donné la maturation de la crise politique, c'est plus tout à fait une hypothèse complètement délirante, hein, de voir Marine Le Pen, y compris l'emporter au second tour d'une élection présidentielle, dans des conditions qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, hein, des attentats terroristes dans l'entre-deux tours. Je ne sais pas si vous avez vu récemment quelqu'un qui voulait commettre des attentats terroristes en se réclamant de Daesh et qui l'avait fait en disant que ça permettrait de faire monter l'extrême droite, parce que précisément leur projet, d'une certaine manière, n'est pas radicalement différent, puisque c'est un projet de guerre civile, en fait, en réalité, hein, dans les deux cas, de l'extrême droite européenne et de Daesh. Donc il y a une progression de l'extrême droite, mais une faible prise au sérieux du fait que l'extrême droite peut parvenir au pouvoir, et que si elle parvenait au pouvoir, elle ne ferait pas que reconduire les politiques. En tout cas, le plus probable, c'est qu'elle ne ferait pas simplement que reconduire toutes les politiques qui ont été menées dans les dernières décennies. Alors on peut penser ça, hein, c'est pas, personne n'a une boule de cristal, hein, personne ne lit dans le bar, les gens qui prétendent dans le bar de café, mais en tout cas, pas moi, mais on ne peut pas savoir ce que ferait le fait au pouvoir, l'extrême droite quand elle parvient au pouvoir. Elle n'a pas nécessairement les coups des franges pour faire exactement ce qu'elle souhaite quand elle parvient au pouvoir, mais d'abord, moi je pense qu'on ne devrait pas se prendre le risque d'une certaine manière. Hein. On sait ce que ça donne l'extrême droite quand elle parvient au pouvoir, on l'a vu dans d'autres contextes historiques, pas seulement dans l'entre-deux-guerres, hein, y compris dans les années 60, 70, pas seulement en Amérique latine, mais aussi en Europe. Hein, la dictature des colonels en Grèce, c'est les années 60-70. L'extrême droite il y avait des dictatures d'extrême droite encore en Espagne et au Portugal jusqu'aux années 70. Hein, c'est pas quelque chose qui est très, très, très ancien ou très éloigné géographiquement de nous. Hein. Mais il est peu probable, de mon point de vue, que l'extrême droite ne ferait que reconduire les politiques qui ont été menées jusque-là, y compris en termes de migration. On peut dire on a raison de dire qu'il y a eu un durcissement de toutes les politiques en matière d'immigration depuis 30 ans, hein, de la part de gouvernements de droite et de la part de gouvernements dits de centre-gauche,
dominé par le Parti socialiste, mais l'électorat du FN qui porterait le FN au pouvoir ne voudrait pas simplement voir le FN faire juste ce que faisaient les gouvernements précédemment. Hein. L'électorat du FN, quand on lui demande pourquoi il vote pour le FN, il vote pour un durcissement des politiques en matière d'immigration, en matière d'insécurité, etc. Ils en voudraient pour leur argent. Hein, et le FN, ce sont des politiciens professionnels. Hein, ils vivent tous de la politique. Hein, ce sont des grands critiques du monde politique, etc. Ça, c'est du bobard. Ils vivent tous de la politique. Hein. Ce sont des politiciens professionnels. Hein. Et donc, le but d'un politicien professionnel, au-delà de faire triompher son projet, c'est d'abord d'être réélu. Et pour être réélu, chaque politicien sait qu'il faut d'abord bichonner sa base électorale. Bon, et donc, le FN, s'il voulait bichonner sa base électorale, de toute façon, il sait bien qu'il faudrait qu'il la satisfasse en allant nettement plus loin que tout ce qu'ont fait les gouvernements précédents en matière de traitement des quartiers populaires, donc en fait de violences policières, hein, en grande partie, qui déjà s'abattent très lourdement depuis des décennies sur les quartiers populaires, en particulier sur les minorités issues d'immigration non européenne. Aller plus loin dans le traitement des migrants, aller plus loin dans les discriminations qui sont déjà ici et maintenant faites contre les discriminations raciales, contre soit les immigrés, soit les enfants d'immigrés encore non européens, etc. Donc voilà, ça c'est un deuxième paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'extrême droite progresse, mais finalement on ne prend pas au sérieux le fait que, bon, au terme du processus, il est bien possible qu'il parvienne au pouvoir, et que là encore je dis ça parce que il y a parfois cette réaction qui consiste à dire, justement, parce que Macron en 2017 ou Chirac en 2002 ou Pécresse pendant 30 ans ont instrumentalisé le danger de l'extrême droite pour se faire élire confortablement, on peut finalement se dire, mais en fait c'est pas vraiment un danger, c'est juste un espèce d'épouvantail qu'ils agitent, etc. Et bien sûr c'est un épouvantail qu'ils agitent, comment ne pas le voir? Vous avez vu la stratégie de Macron, qui consiste à agiter ce danger pour pouvoir se présenter comme un rempart, etc. Bon. Et ça, c'est l'enjeu. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit nécessairement penser que ce danger, parce qu'il est instrumentalisé, n'est pas un danger en tant que tel, y compris n'est pas un danger mortel pour nous, et pour nos luttes, pour nos mouvements sociaux, etc. Et puis, évidemment, pour la situation de ceux et celles qui seraient les principales cibles d'un gouvernement d'extrême droite, les migrants, les migrantes, les minorités, les quartiers populaires, et évidemment les militants et les militantes du mouvement social, du mouvement ouvrier, etc., et de gauche. Voilà, alors, donc c'est un livre qui a cherché, d'une certaine manière, qui cherche à constituer une espèce de piqûre de rappel sur ce que c'est que l'extrême droite, sur ce que c'est que le fascisme, et qui essaye de proposer une analyse actualisée du danger fasciste, pas le danger fasciste dans les années 30, ou dans les années 20, pas le danger fasciste dans les années 60-70, le danger fasciste dans les années 2010 en France. C'est pas un livre sur le FN, il y en a plein des livres sur le FN qui sont plus ou moins bien, etc. C'est un livre sur, d'une certaine manière, les conditions qui font que le FN peut progresser, les conditions économiques, sociales, politiques, idéologiques, qui font que le FN, et dans d'autres pays, d'autres partis d'extrême, se retrouve sur le devant de la scène politique, en capacité d'exercer le pouvoir politique, soit seul, rarement, soit en coalition avec d'autres forces. Une autre manière de justifier le fait que l'extrême droite n'est pas simplement un épouvantail dans la main des partis justement de l'extrême centre, c'est que d'ores et déjà, dans toute une série de pays, y compris européens, ils gouvernent, ils sont au pouvoir. Donc c'est pas simplement un épouvantail agité pour se faire élire. Hein. En Autriche, jusqu'à il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu un scandale de corruption très lourd qui a obligé l'extrême droite à démissionner du gouvernement, ce qui par ailleurs dit beaucoup des prétentions des extrêmes droites en Europe et dans le monde à constituer une alternative à ce monde politique qu'ils décrivent comme corrompu, et d'ailleurs qu'il l'est en grande partie. Hein. Mais étant eux-mêmes des politiciens professionnels, d'ailleurs, en réalité, quand on regarde, il y a des statistiques ça, sur le FN. Rapporté au nombre d'élus dont dispose le FN, c'est le parti qui a eu le plus d'affaires aux fesses de détournement de fonds publics, de scandales, de corruption, etc. Hein, en réalité. Et très largement, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut insister. Hein, c'est un parti qui disait, un de ses slogans historiques, c'était tête haute, main propre. Les mains sont bien sales et la tête devrait être très basse, hein, étant donné le nombre de scandales dans lesquels ont été empêtrés des élus FN depuis que le FN a des élus depuis les années 80.
Donc voilà, donc l'idée c'est de proposer une analyse actualisée du danger fasciste pour la France de mi-dizaine d'une certaine manière, et de revivifier en quelque sorte une culture antifasciste. On a besoin d'une certaine manière de reconstruire progressivement une culture antifasciste qui ne sera pas la culture antifasciste de l'entre-deux-guerres, qui ne sera pas la culture antifasciste de l'après-45, qui était très marquée en France par l'expérience de la résistance, et c'était évidemment normal. Hein, mais aujourd'hui, il faut bien se le dire, pour les nouvelles générations, et même des générations pas forcément tout à fait nouvelles, l'expérience de la résistance, c'est pas ça qui parle. C'est pas 45. D'une certaine manière, un événement fondateur de notre époque, c'est pas 45 pour la majorité des gens, c'est plus le 11 septembre 2001, par exemple. Bon. Donc on a besoin d'une culture antifasciste qui, d'une certaine manière, a compris que notre ennemi a évolué. Hein, dans sa rhétorique, dans sa manière d'apparaître, dans ses stratégies de respectabilisation, etc. Bon, ils ont trouvé des moyens de dissimuler d'ailleurs en partie leur propre projet, etc. Et du coup, le danger qu'il représente. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois déjà le mot fascisme sans pour l'instant le définir, donc il faut que je le fasse, évidemment. Je précise que je ne prétends pas donner une définition définitive de ce que c'est que le fascisme. Il y a des débats interminables et légitimes d'ailleurs sur ce que c'est que le fascisme parmi les historiens, les historiennes, parmi les militants, dans les organisations syndicales, politiques. On débat très souvent de c'est quoi le fascisme, etc. Bon. Et c'est pas un débat facile qu'on peut clore d'une fois pour toutes, etc. Mais, donc je fais une proposition dans le bouquin de définition que je vais grosso modo vous donner de manière peut-être un peu plus simplifiée, mais un peu plus schématique. Mais la question que je me suis posée, d'une certaine manière, pour définir le fascisme, c'est, d'une certaine manière, c'est quoi le cœur de leur projet politique ? Bon. En me disant, finalement, il faut quand même essayer de caractériser le fascisme à partir de son projet, à partir de son idéologie. Parce que, justement, la manière dont ensuite cette idéologie va être propulsée, va apparaître concrètement dans une situation historique, dans une période, dans un contexte précis, elle peut être très variable. Bon. Par exemple, je l'ai dit, les fascistes, je dirais, les plus habiles, les plus malins, qui gouvernent certaines des grandes qui dominent les grandes organisations d'extrême droite aujourd'hui, se gardent bien d'organiser ces espèces de manifestations où on verrait des bandes armées en uniforme, défiler, etc. À part dans certains pays où on retrouve des milices armées de masse, par exemple en Inde, le parti nationaliste hindou, le BJP, dispose de milices armées de masse qui ont déjà commis des pogroms anti-musulmans de très grande ampleur, plusieurs milliers de morts en 2002 en Inde de musulmans et de musulmanes, tués par des milices qui sont associées au parti qui est actuellement au pouvoir en Inde, le BJP de Modi. Je le précise, le parti nazi n'avait jamais commis des pogroms antisémites de cette ampleur-là avant la prise du pouvoir. Ça, c'était avant la prise du pouvoir du BJP en Inde. Donc c'est ce parti-là qui se retrouve avec quelqu'un qu'on surnommait en Inde le boucher du Gujarat, Modi, et qui est actuellement le chef de l'État en Inde et qui vient d'être réélu il y a quelques semaines. Ça dit quelque chose, c'est un des pays les plus importants, c'est une des grandes puissances économiques mondiales. Bon, il y a l'autre cas, je ne l'ai pas évoqué, mais le Brésil, de Bolsonaro, où Bolsonaro, il a des soutiens qui cherchent à constituer des milices aussi armées, qui s'attaqueraient aux militants et aux militants de gauche, aux militants des Sans-Terre, aux militants des partis des travailleurs, des partis d'extrême gauche, du mouvement syndical, etc. Bon. Mais disons, en Europe, l'extrême droite, celle qui est la plus habile, celle qui cherche le plus, qui est la plus habile à dissimuler en quelque sorte son propre projet, cherche à tout prix à ne pas apparaître comme étant justement les héritiers du fascisme. Et donc, ils savent très bien que s'ils réadoptent les formes extérieures les plus visibles de ce qu'est le fascisme, ça va alerter d'une certaine manière les populations sur ce qu'ils sont d'une certaine manière. Et donc ils se gardent bien. Par contre, ils entretiennent des liens très troubles, en réalité, par exemple le Front National, avec les groupuscules violents. Le Bastion Social, par exemple, dont je crois qu'il avait cherché à s'implanter à Clermont, le Bastion Social, la création du Bastion Social a été saluée positivement par plusieurs des dirigeants les plus importants du Front National. Il s'appelle Stéphane Ravier, qui est un sénateur FN à Marseille, Jalc, qui est un vieux dirigeant du FN, mais toujours au bureau politique, etc., avait fait des tweets pour dire que la création de l'action sociale, ça allait dans le bon sens. Bon. Évidemment, il y a le cas le plus flagrant, qui est les relations très troubles que le FN entretient avec les identitaires. Juste un exemple, le directeur de la communication du FN aux dernières européennes, c'était Philippe Vardon, un des fondateurs, un des cofondateurs du bloc identitaire, un castagneur, un ancien chanteur d'un groupe néo-nazi,
c'est ce type de profil. Il sera le candidat d'ailleurs du FN à Nice aux prochaines municipales. C'est quand même pas rien. Bon. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu ce documentaire très bien fait de Al Jazeera sur le bar La Citadelle, qui est un bar identitaire à Lille. Où donc un journaliste s'était infiltré dans ce bar et parmi donc les réseaux identitaires, et qui montrait, ce documentaire montrait très bien comment le FN, les élus FN au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais recrutaient des jeunes militants identitaires comme comment on appelle ça, attachés parlementaires ou ce genre de poste, comment au moment du congrès du FN à Lille, on voyait des dirigeants de premier plan du FN venir fêter, venir faire la fête dans le bar des identitaires et faire copain-copain, et à dire à quel point ils étaient heureux d'être là. Bon, vous pouvez regarder ça, c'est gratuit sur Internet, c'est facilement accessible. Bon, on voit très bien en fait le rapport du FN à ces groupuscules, c'est le rapport qu'a un espèce de vaisseau amiral, c'est la métaphore que j'utilise dans le bouquin, c'est le FN, c'est le vaisseau amiral autour de la flotte fasciste en quelque sorte, le vaisseau respectable autour duquel naviguent des petites embarcations qui pour l'instant sont relativement petites mais qui se développent et qui cherchent à se développer, à s'implanter, d'où la création de bars, de lieux de sociabilité dans différentes villes, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, à Clermont, etc., qui cherchent à se développer et qui parvient en partie à se développer quand il n'y a pas de réaction à la hauteur du danger. Donc le FN entretient des relations de coopération avec ces groupes et de concurrence évidemment, parce qu'ils sont quand même un peu sur le même créneau, donc quand ils cherchent à recruter des gens, bon, ils cherchent quand même à les attirer, mais il y a une espèce de division objective du travail entre le FN et, par exemple, à Lyon, c'est très flagrant, on a les groupuscules qui quadrillent, les groupuscules fascistes à Lyon qui quadrillent le terrain, qui tiennent certains quartiers, qui empêchent les militants et les militantes de gauche, syndicaux, féministes, antiracistes, de développer leurs idées, etc., de les diffuser, etc. Et puis bon, il y a la vitrine, en quelque sorte, électorale, respectable, qui est le Front National. Mais ça, d'une certaine manière, c'est dans l'ADN même du Front National. Les journalistes qui prétendent que le Front National a changé parce que justement, il serait justement respectable, etc., mais c'était le projet même du Front National quand il est créé en 72. Le Front National, juste petite parenthèse, je ne pense pas le développer nécessairement, mais le Front National est créé en 72, essentiellement à l'initiative du principal groupe néofasciste de l'époque, explicitement néofasciste, ordre nouveau, issu d'une Occident qui avait été dissoute, donc vraiment l'extrême droite néofasciste de l'époque, et le noyau central, la direction de Ordre Nouveau, dit à ce moment-là, bon, les bagarres de rue, les batailles avec l'extrême gauche dans la rue, ça marche pas, ça nous marginalise, etc. Il nous faut une vitrine respectable. À l'époque, on ne disait pas dédiaboliser, mais ils auraient pu le dire, aujourd'hui c'est le mot qui serait employé, il nous faut construire un front des différentes chapelles de l'extrême droite française, et un front qui agit essentiellement sur la scène électorale, par de la propagande électorale, etc. Bon, le FN, d'une certaine manière, Marine Le Pen n'a fait qu'approfondir ce projet originel qu'était le FN. L'idée de vitrine, c'est une vitrine. Bon, et derrière, par contre, derrière la vitrine, on sait ce qu'il y a, on devrait savoir ce qu'il y a. Il y a les mêmes idées, et d'une certaine manière, les mêmes individus ultra-violents qui sont attirés par ce projet précisément parce que c'est un projet intrinsèquement violent. Bon. Alors pourquoi c'est un projet violent? J'en reviens du coup à la définition du fascisme. Pourquoi, dans son cœur même, c'est un projet violent? Parce que si on devait caractériser le projet fasciste, il faudrait dire que, bon, d'abord, c'est évidemment un projet nationaliste, mais ça suffit évidemment pas de dire ça, parce que des nationalismes, il y en a de toutes sortes. Je sais pas, le nationalisme palestinien ou cubain, par exemple, n'a rien à voir avec le nationalisme de type fasciste. Ce sont des nationalismes de défense, d'une certaine manière, face à des situations de colonisation. Bon, et donc ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, la même signification politique, etc. D'une certaine manière, on devrait se demander qu'est-ce qui spécifie, c'est quoi la caractéristique spécifique du nationalisme de type fasciste? Eh bien, je dirais que le nationalisme de type fasciste, c'est un nationalisme qui, comme tous les nationalismes, vise à une sorte de renaissance nationale, une régénération de la nation. Il faut que la nation renaisse. Bon, tous les nationalistes veulent ça, et c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement négatif. Je veux dire, quand vous êtes occupé militairement par une autre puissance étrangère, il est normal de se dire il faut que la nation renaisse de ses cendres, qui est la nation opprimée, etc. Mais la particularité des fascistes, c'est qu'ils disent la nation, pour renaître, pour se régénérer, pour renaître de ses cendres, elle doit se purifier. Elle doit se purifier au minimum sur 2 plans. On pourrait en ajouter d'ailleurs, mais les 2 plans principaux, il me semble, c'est qu'elle doit se purifier sur un plan ethno-racial, bon,
elle doit se purifier sur un plan politique. Alors, je vais décliner très rapidement les choses. Hein. Se purifier sur le plan ethno-racial, ça veut dire se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Bon, alors ça peut aller du coup dans le cadre de cette variante la plus extrême du fascisme qui a été le nazisme par l'élimination physique, hein, se débarrasser des éléments qui sont considérés comme étrangers, fondamentalement étrangers à la nation, comme affaiblissant la nation. Alors dans la rhétorique nazie, c'était affaiblissant la race aryenne, qui faisait corps dans l'esprit des nazis avec la nation allemande. Hein. Donc se débarrasser des éléments qui sont éloignés de l'essence de la nation, de son identité profonde, de ce qui la caractérise profondément. Bon. Alors, justement, c'est intéressant d'ailleurs de noter que la rhétorique des fascistes a changé. Par exemple, le racisme de type pseudo-biologique, j'insiste sur le pseudo, parce que ça n'avait rien de vraiment biologique, mais qui était le racisme des nazis, l'antisémitisme, hein, que pratiquaient les nazis, qui se présentaient comme sous une forme pseudo-biologique, la race, etc., la race aryenne, la race juive, etc. Bon, l'extrême droite a bien compris que ce sont des mots aujourd'hui imprononçables. Les mots race, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 70, il y a tout un travail intellectuel, idéologique qui a été fait dans le cadre notamment de ce qui a été appelé à l'époque la Nouvelle Droite, dont il y a par exemple quelqu'un comme Bruno Maigret, hein, mais l'idée c'était, d'une certaine manière, on va culturaliser le racisme. Hein. On ne va plus parler de race, on va parler essentiellement des identités. Et on a pu dire, on a pu se réclamer de l'inégalité des races, mais de l'incompatibilité des cultures, de l'incompatibilité des identités. Hein. On va stigmatiser les minorités, notamment les immigrés, les musulmans, les roms, non pas au nom de la race, de la pseudo-race, hein, donc qui seraient les porteurs, etc., mais au nom d'identité, au nom du fait que ces minorités seraient radicalement inassimilables dans l'identité française profonde, qui seraient étrangers fondamentalement aux racines de la France. Et donc vous avez tout ce thème qui était déjà un peu présent, hein, évidemment le thème des racines, chez Barès, etc. C'est pas quelque chose de radicalement nouveau non plus, hein. Mais c'est quelque chose sur lequel, en gros, le racisme que pratique l'extrême droite, mais qui est aussi en partie diffusé dans le reste du champ politique, est un racisme qui se fonde sur plutôt cette idée d'identité. Hein. Et que donc les minorités, notamment musulmanes en particulier, qui sont la cible principale, hein, du racisme en Europe de l'Ouest notamment, seraient radicalement étrangers à l'identité profonde de la France, mais c'est le même discours qui est tenu en Allemagne, le même discours qui est tenu en Italie, avec des idéologues qui exercent exactement la même fonction, par exemple, que Éric Zemmour, hein, quelqu'un comme Oriana Fallaci en Italie, qui est une écrivaine très connue et qui avait vendu plus de 1 million de livres avec un livre dans lequel on pouvait lire que les musulmans se reproduisent comme des rats, etc. Bon, livre qui a été soutenu par Alain Finkielkraut quand il a été traduit en français. Hein. Donc le premier plan, si vous voulez, de la première condition que posent les fascistes à la régénération de la nation, c'est une purification sur un plan ethno-racial, qui peut se dire sur une manière avec une rhétorique pseudo-biologique chez les nazis, mais qui peut se dire sous une forme plus culturelle, les identités, les cultures, etc., qui seraient incompatibles, etc. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, c'est le plan politique. C'est l'idée que pour que la nation se renaisse, pour que la nation se régénère, elle doit se débarrasser de ceux et celles qui divisent la nation, notamment par les mouvements de contestation, par leurs manifestations, par leurs protestations, qui empêchent en quelque sorte la nation d'être unifiée. Alors évidemment, tous ceux et toutes celles qui, par exemple, pratiquent, dans un langage ancien, mais auquel je tiens personnellement, qui pratiquent la lutte des classes, qui pensent qu'il y a des intérêts fondamentalement opposés, antagonistes entre ceux qui possèdent et ceux et celles qui sont dépossédés, entre les propriétaires des moyens de production et ceux qui sont salariés, eh bien évidemment sont considérés par les fascistes comme des fomenteurs de division, de clivage artificiel au sein de la nation, etc. Bon, donc ça c'est une raison évidente qui fait que dans tous les régimes fascistes ou fascisants, disons, on peut débattre sur le caractère fasciste de tel ou tel régime, mais fasciste ou fascisant, quelques années après l'installation de ces régimes, il ne restait plus rien du mouvement ouvrier tel qu'on le connaissait, du mouvement syndical indépendant de l'État, de la gauche dans toutes ses formes, hein, pas simplement la gauche révolutionnaire ou les franges les plus radicales du mouvement syndical. Tout le mouvement syndical, toutes les gauches, y compris parfois des pans entiers de la droite, hein, qui étaient complètement écrasés, soit politiquement, c'est-à-dire contraints de ne plus apparaître
ouvertement, de faire apparaître leurs idées, de diffuser leurs idées ouvertement, ou soumis à l'exil, souvent, hein, à la prison, par exemple dans l'Italie mussolinienne, aussi parfois assassinés, hein, il y a eu beaucoup d'assassinats politiques évidemment sous Mussolini, mais aussi dans l'Espagne franquiste, aussi évidemment dans le Portugal salazariste, aussi dans la dictature des colonels en Grèce, aussi dans les dictatures latino-américaines, en Chili, en Argentine, au Brésil, etc. Soit par l'élimination, donc je le disais, dans la variante la plus extrême du fascisme, hein, le nazisme, soit l'élimination physique massive de tous les opposants et de toutes les opposantes, peu importe leur obédience précise. Les modérés du Parti socialiste jusqu'aux communistes, aux anarchistes ont été très rapidement foutus dans des camps et pour une grande partie d'entre eux assassinés dans les premières années ou ensuite pendant la guerre. Donc ça, c'est une caractéristique d'une certaine manière trop commune et trop constante pour tous les régimes, pour tous les régimes qu'on peut caractériser de fascistes ou fascisants, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui, dans le cœur du projet fasciste, mène à ça, aboutisse nécessairement à ce type de choses. C'est que c'est dans la vision même du monde des fascistes, parce que ça renvoie au type de mythe nationaliste hein, qu'ils ont en tête. Hein, et à quoi ils tiennent. C'est le mythe de la nation éternelle, unifiée, qui ne serait pas divisée, etc. Et donc quand vous voulez à toute force faire en sorte que la réalité colle avec ce mythe d'une nation qui pourrait être unifiée, mais nous savons qu'une nation ne peut pas en soi être unifiée, il y a toujours des clivages, y compris si on est dans une société sans doute, si on était dans une société même non capitaliste, il y aurait sans doute des clivages sur d'autres plans qui se créeraient, etc. Quand vous voulez constituer au forceps, obliger d'une certaine manière la société à s'unifier au forceps, eh bien ça aboutit à une pratique totalitaire du pouvoir. Vous ne pouvez pas d'une certaine manière produire une nation absolument et parfaitement unie, etc. Il y a forcément des divergences, forcément des clivages, forcément des débats, etc. Bon, et donc quand des gens qui partent de ce mythe nationaliste de la nation éternelle et unifiée, eh bien, finissent toujours par avoir une pratique ultra répressive, ultra autoritaire et du pouvoir et une pratique criminelle. Alors, une fois dit ça, la question qu'on pourrait se poser, c'est évidemment comment un tel projet peut retrouver une actualité au sens de a pu retrouver ces dernières années, ces dernières décennies en France, je dirais, a pu retrouver l'oreille de millions de personnes. Bon. Alors, une première raison, c'est qu'évidemment, ce projet ne se présente pas comme tel. Hein, les fascistes sont suffisamment habiles, ou ne sont pas suffisamment idiots, j'aurais tendance à dire, pour se présenter au suffrage de la population en disant oui, nous voulons faire renaître la nation en réprimant massivement tous les militants et les militantes, de gauche et du mouvement syndical, en foutant les immigrés dans des camps ou en les déportant massivement, etc. Bon, évidemment, ils ne disent pas ça. Hein, il faut aller chercher, un peu gratter, du côté des discours de meeting, par exemple, ou des données qu'on a sur ce qui se dit au niveau interne, etc., pour en quelque sorte reconstituer le projet politique de ces gens. Hein. Il n'apparaît jamais clairement, en réalité, hein, dans les programmes électoraux, dans les interviews journalistiques, etc. Hein. Ça, si on se fie au discours pour les journalistes, aux programmes électoraux pour qualifier le projet du FN, on ne comprend rien en réalité. Hein. Les fascistes sont précisément les plus grands, ceux qui manient le plus fortement le double langage. Hein. Les hommes politiques professionnels sont des adeptes en général du double langage. Hein. Quoique Macron, s'il y a un point qu'on devait lui reconnaître, c'est qu'il n'a pas tellement menti en 2017 sur ce que c'est son projet néolibéral de privatisation. Bon, il y a des choses qu'il n'a pas dites, mais bon, grosso modo, on savait à quelle sauce on serait mangé avec Macron. Hein. Il n'a pas tué son projet, hein. Il n'a pas pratiqué tellement le double langage. Hollande, c'est une autre histoire. Hein. Il a fait son discours sur la finance, etc. Lui, il a pratiqué le double langage. Mais les fascistes sont de ce point de vue-là, du point de vue de l'opportunisme en matière de programme, de discours, vont beaucoup plus loin. Je veux dire, même historiquement, il suffit de regarder dans l'entre-deux-guerres, Mussolini, sur le plan économique, par exemple, pouvait dire exactement l'inverse d'un jour à l'autre. Selon le type de personnes, de couches sociales auxquelles il s'adressait, il pouvait dire un jour qu'il était extrêmement libéral en matière d'économie, qu'il fallait laisser faire le marché, etc. Et puis le lendemain, s'il s'adressait par exemple à des fonctionnaires, se présenter comme quelqu'un de foncièrement étatiste pour que l'État reprenne les choses en main en matière économique, etc. Ça, c'est dans toutes les histoires du fascisme. Hein. Précisément parce que le projet économique, c'est pas ce à quoi les fascistes tiennent, s'en fichent d'une certaine manière, mais l'économie, c'est pas tellement leur problème. Ils laissent les coups des franches aux capitalistes sur le plan économique. Hein. Ils les débarrassent en quelque sorte de toute forme d'opposition dans les entreprises. Mais au-delà de ça, les fascistes n'ont pas un projet économique en particulier. Hein. Ils sont tout à fait opportunistes en la matière. Hein. Ce qui leur importe, en toute matière d'ailleurs, c'est est-ce que ça rapporte des voix. Alors non,
il y a des choses qu'ils ne franchiront jamais. Par exemple, vous ne verrez jamais des fascistes ou des militants d'extrême droite dire il faut accueillir plus de migrants, c'est pour ça, là non. Mais par contre, ils peuvent très bien se présenter un jour comme néolibéraux ou favorables au marché. Bon, le FN était ultra néolibéral dans les années 80. C'était le premier parti, le plus brutalement néolibéral dans les années 80. Le grand rêve de Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était de serrer la main et de se faire photographier avec Ronald Reagan. Il se présentait comme le Reagan français. Reagan, c'était le dirigeant, le président américain entre 81 et 89, si je ne me trompe pas, et qui a introduit les politiques néolibérales aux États-Unis à la même époque que Margaret Thatcher, etc. Bon, le FN, sa ligne, c'était anti-État, les services publics, c'est l'État capot, c'était l'expression qu'ils utilisaient. Ils étaient absolument... Aujourd'hui, Marine Le Pen en fait beaucoup pour dire qu'il faut défendre les services publics, rétablir même certains services publics, etc. Pourquoi ? Parce que elle a bien vu que c'est ça qui rapporte en partie électoralement, que les gens sont en partie nostalgiques, et à raison, d'une époque où il y avait des services publics plus étendus, de santé, d'éducation, la poste, l'énergie, les transports, etc. Bon, donc ils sentent les choses et ils adoptent des positions qui, de leur point de vue, leur permettent d'attirer une clientèle électorale. Un autre exemple, c'est la manière dont ils ont changé de position sur l'euro dans la toute dernière période. En fait, ils ont viré Philippot parce que la direction du FN a considéré que la ligne anti-euro assumée, explicite en 2017, les avait empêchés d'attirer une partie de la clientèle électorale de la droite. Bon. Et quand on regarde les contributions internes au FN au moment du Congrès et après l'élection présidentielle, ils ne discutent pas tellement de savoir si, comme à gauche, si vous voulez, le débat à gauche sur l'euro, c'est, je sais pas, est-ce qu'on peut changer les choses en restant dans l'euro, etc. Ils se posent la question, et on a raison d'avoir ce type de débat. Voilà, chacun a une position. Est-ce qu'on peut changer l'euro de l'intérieur, l'Union européenne notamment? J'ai ma position aussi, mais voilà, ils ne débattent pas comme ça au FN. La position, par exemple, de Nicolas B contre Philippot, c'est pas Philippot a tort sur l'euro. Il a tort parce que si on défend la sortie de l'euro, ça va nous empêcher de gagner une partie de l'électorat de la droite. C'est typiquement des arguments absolument opportunistes. Ils regardent les sondages d'opinion, sortis des yeux, pourquoi les gens ont voté pour qui, etc. Et ils adoptent des positions. En gros, ils essaient de trouver un équilibre entre eux dans leurs propositions pour ne pas apparaître évidemment favorable à l'euro et à l'Europe, puisqu'ils savent que c'est un de leurs créneaux qui fait que une partie des gens peuvent voter pour eux par dégoût de ce que c'est que l'Union européenne, etc. Mais ils veulent rassurer des électeurs de droite ou rassurer y compris les patrons sur le fait qu'ils ne sortiront pas de l'euro. Et ils ne sortiront pas de l'euro d'ailleurs s'ils arrivaient au pouvoir. C'est assez évident, mais sur lequel on pourra éventuellement revenir. Donc voilà, donc la première raison pour laquelle ce projet fasciste a pu regagner une audience, c'est d'abord qu'il ne se présente pas comme tel, que les politiciens d'extrême droite sont suffisamment habiles pour enrober en quelque sorte le projet différemment, ça, je sais pas, il y a une remarque parfois que m'ont fait certains journalistes en disant « Mais pourquoi vous voulez absolument les qualifier de fascistes? Ils disent qu'ils ne sont pas fascistes, donc en gros, il faudrait les croire sur parole. » Bon, évidemment, les fascistes que j'ai en tête, c'est-à-dire ceux qui justement sont suffisamment intelligents pour ne pas se mouler dans les codes du fascisme historique, ils savent très bien, ils ont pris en compte le fait que depuis 1945, le fascisme est le nom de ce qui est considéré comme le plus abject en politique. Quand on veut insulter quelqu'un en politique, on dit c'est un facho, on dit c'est du fascisme. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc évidemment, les fascistes ne se réclament pas et ne se réclameront pas du fascisme et veilleront absolument à s'en distancier le plus possible. Ça ne veut pas dire que nous, on doit accepter ça. Bon. Et d'une certaine manière, ceux et celles qui n'ont pas cessé depuis plusieurs décennies de renoncer à utiliser ce mot-là de fascisme, alors que c'était courant dans les années 80-90 de parler du FN, par exemple, comme d'un parti fasciste, tout simplement parce que le FN avait été créé de manière indéniable par des fascistes français pour l'essentiel. Bon. Les anciens, des personnes qui avaient, alors je sais pas, Bousquet, qui était le chef de la police politique sous Vichy à Paris, Victor Barthélemy, qui était le numéro 2 du FN au début, qui avait été le lieutenant de Doriot, qui avait organisé la rafle du Veldiv, des idéologues de l'Ordre Nouveau, qui était un groupuscule fasciste, des gens qui avaient été combattre sur le front Est avec l'armée nazie. Bon, c'est tout ça qui est à l'origine du FN. Il y avait pas, d'un point de vue généalogique, il n'y avait pas beaucoup de débats, y compris parmi les historiens à l'époque, pour savoir si le FN était d'origine fasciste. Et bon, le FN était indéniablement créé par des fascistes français, etc. Mais à partir des années 80, il y a cette petite musique qui a commencé à tourner, puis qui maintenant est tout à fait assumée dans tous les médias, c'est que le FN, par exemple, serait populiste.
Bon, populiste, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, la plupart de ceux qui utilisent, y compris de ceux qui utilisent ce mot-là en sciences politiques, disent très bien que c'est une notion qui ne sert à rien, qui ne dit rien du tout, qu'en fait, on pourrait classer à peu près tous les politiciens actuels de populistes. Si on dit les populistes, ce sont ceux qui sont démagogues, eh bien, bon, qui n'est pas démagogue? Je veux dire, Macron est un grand démagogue. Hein, quand il s'agit, par exemple, de critiquer les soi-disant privilèges des fonctionnaires ou des cheminots, il fait de la démagogie anti-cheminots, anti-fonctionnaires, il joue sur des préjugés qui sont répandus dans une partie de la population. C'est de la démagogie néolibérale, mais c'est de la démagogie. Si le critère pour être populiste, c'est d'opposer le peuple et les élites, eh bien, Fillon, par exemple, est un grand populiste. Aux dernières présidentielles, il n'a pas cessé de dire « moi, je serai jugé par le peuple, je ne veux pas être jugé par les médias, par la justice ». Bon, donc, en réalité, les 4 candidats qui ont fait quasiment 20% en présidentielle pourraient être classés, selon les critères qui sont généralement utilisés pour qualifier de populiste des forces politiques, eh bien, pourraient très bien être classés comme populistes. Donc, en fait, ça ne dit rien. Parce qu'en fait, le populisme, pour l'essentiel, il y a tout des débats importants, je ne veux pas les clore une fois pour toutes sur le populisme de gauche, etc. Je parle plutôt de la manière dont on use de la catégorie de populisme dans les médias ou dans la science politique, mais c'est un mot qui désigne en général plutôt un style d'intervention politique. On oppose le peuple et les élites, mais tout le monde se réclame du peuple contre les... Je veux dire, Macron n'a pas cessé pendant la campagne présidentielle de se présenter comme quelqu'un qui, et ce sont ses mots, qui inquiétait le système. Ce sont ses mots, j'inquiète le système. Il a écrit un livre qui a pour titre Révolution. Bon, il a fait de bon, pourquoi il fait ça d'abord? Petite parenthèse là-dessus, mais précisément parce qu'il sait pertinemment, quand il lance sa campagne, que son principal défaut aux yeux de la population, c'est qu'il incarne le système. C'est que c'est un enfant de médecin qui a fait Sciences Po, qui a fait l'ENA, qui est passé par l'inspection des finances, si je ne me trompe pas, qui ensuite a été pantouflé, comme on dit, du côté des milieux bancaires, etc. Donc, évidemment, et qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, alors on ne peut pas vraiment faire mieux. Hein. Lui, il a toutes les cartes, hein, les hautes écoles, les grandes écoles, la haute administration, la banque, bon, et puis les positions politiques, ministre de l'économie. Donc, lui, c'était d'autant plus nécessaire qu'il adopte d'une certaine manière un style en pointant des élites que lui, ou le système que lui inquiéterait, etc., qu'il apparaissait évidemment pour la majorité de la population, d'ailleurs, la plupart des gens ne se sont pas fait d'illusions sur ce plan, hein, comme une incarnation des élites, du système, etc. Donc voilà, par exemple, cette étiquette de populisme, dont non seulement elle ne dit rien en quelque sorte des projets politiques des uns et des autres. Bon, elle est appliquée en général par exemple sur Mélenchon et Le Pen, mais qui ont des projets radicalement antagonistes, qui n'ont pas du tout les mêmes projets. Ou aux États-Unis pour parler de Trump et de Bernie Sanders. Il n'y a pas plus opposé dans le champ politique états-unien que ces deux personnages-là. Mais les médias dominants les qualifient tous les deux de populistes. Bon. Donc c'est en fait une étiquette infamante, ça consiste à délégitimer, hein, en fait ça permet de délégitimer, hein, dans les médias on va parler de telle ou telle force comme populiste pour les délégitimer. Mais il faut mesurer à quel point ça a facilité le travail du FN à partir des années 80 pour se respectabiliser. C'est beaucoup moins infamant, c'est beaucoup moins stigmatisant d'être qualifié de populiste dans l'espace public, dans l'espace politique, dans le débat public, que fasciste. D'ailleurs, Marine Le Pen fait des procès aux gens quand on la qualifie de fasciste. Elle avait fait un procès à Mélenchon qu'elle a perdu, d'ailleurs. Mais elle ne fait pas de procès aux gens quand on la qualifie de populiste, parce que même, en réalité, être qualifié de populiste par des gens qui soutiennent les politiques néolibérales, comme la plupart des journalistes dominants, c'est plutôt très positif pour vous. Parce que vous allez pouvoir dire, oui, je suis populiste, je suis du côté du peuple, et vous êtes les élites. C'est extrêmement confortable comme position. Donc, d'une certaine manière, ceux qui ont changé d'une certaine manière les catégories à travers lesquelles on voit le FN, en passant de fascisme à populisme, ont facilité le boulot du FN pour se respectabiliser auprès de la population en disant oui, nous avons rompu avec le fascisme. Bon, effectivement, il y avait peut-être des fascistes au début de l'histoire du FN, mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec ça. Alors que quand on regarde le projet fondamental du FN, en tout cas, vous êtes obligé de me croire sur parole, il faudra lire le bouquin, mais n'a pas fondamentalement changé dans son ultranationalisme, dans ses postures ultra-sécuritaires, dans sa xénophobie, dans son racisme. Il n'y a pas de différence fondamentale, il y a des différences tactiques. Bon, par exemple, Marine Le Pen a viré ceux du FN, y compris son père, qui commettait des paroles antisémites ou négationnistes, ou qui étaient complaisantes vis-à-vis du négationnisme, etc. Mais par exemple, elle n'a pas du tout viré, elle a même soutenu son père quand il avait dit que le virus Ebola pouvait régler en quelques semaines le problème des migrants. Elle avait dit ça jusqu'en 2014, il me semble. Hein. Elle avait dit dans la presse, on peut retrouver ça, hein, que ses propos avaient été déformés. Oui, bon, il avait dit Monseigneur Ebola.
parce qu'il aime bien faire des jeux de mots abjects. Mais ce qu'il disait, c'est que le virus Ebola, qui à ce moment-là en plus faisait des centaines de morts dans certains pays d'Afrique, il dit que ça pouvait régler le problème des migrants. Bon, il n'a pas... Imaginons quelqu'un, mais qui est légitimement, qui dirait ça à propos des Juifs, évidemment serait radicalement exclu du champ politique, légitime, il ne serait plus invité dans les médias, et ce serait normal. Bon. Mais à propos des migrants, on peut dire ça. Et d'une certaine manière, à propos des musulmans, on peut dire, y compris des tas de choses qu'on ne peut pas dire à propos d'autres. Bon, voilà. Donc il y a eu des changements tactiques de la part de la direction du FN. Et qui sont des changements tactiques présentés comme des changements tactiques, y compris par Louis Alliot, qui est le compagnon de Marine Le Pen et le numéro 2 ou 3 du FN, disant, une historienne du FN qui s'appelle Valérie Goudet, lui avait dit « Oui, avec Marine, nous étions conscients que l'antisémitisme, le négationnisme, c'était ce qui faisait que le FN ne parvenait pas à aller au-delà de 15-20%. Que c'était ça qui expliquait le plafond de verre. Et que si on rompait publiquement avec ceux qui étaient complaisants vis-à-vis du négationnisme ou qui proféraient des paroles antisémites, nous irions beaucoup plus haut. Et c'est vrai que ils ont eu raison, sans doute de leur point de vue, mais c'est un changement purement opportuniste. Ces gens-là ont tous été formés dans la matrice du FN des années 80-90 et n'avaient aucun problème à l'époque quand Jean-Marie Le Pen parlait de Durafo crématoire, faisait des clins d'œil négationnistes, etc. Marine Le Pen était la directrice de communication de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007. Bon, ils sont tous entrés au FN quand ils avaient entre 15 et 20 ans. Donc, en tout cas, on ne devrait avoir aucun doute sur le fait que leur antisémitisme est toujours là et qu'ils ont par contre un rapport opportuniste à ça et qu'ils ont décidé de le mettre en sourdine parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui les ralentit dans leur entreprise politique, etc. Alors bon, je reviens à ce que je disais. Donc la première chose qui fait qu'ils ont retrouvé l'oreille de millions de gens, c'est d'une certaine manière leur habileté à dissimuler leur projet, leur véritable projet. Et bon, ça fait des différences, par exemple, entre les différents pays. Pourquoi l'extrême droite se développe davantage dans certains pays? Bon, il y a cette dimension qui n'est pas négligeable de la capacité politique à développer un discours qui arrive à trouver l'oreille des masses, etc. Alors, le deuxième point, c'est évidemment la crise économique. C'est souvent l'explication à laquelle on pense en premier. C'est les fascistes, ils parviennent à se développer parce qu'il y a la crise économique, ça déstabilise les populations sur le plan social, etc. Alors, c'est une explication, c'est un élément d'explication absolument nécessaire. Effectivement, les fascistes ne peuvent progresser, ne peuvent se développer que dans des contextes de crise économique, ça c'est clair, si on regarde l'histoire, mais ce n'est pas une explication suffisante. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de contre-exemples. Il y a plein de pays qui ont connu des contextes de crise économique hyper forts, dans les années 30 ou après la crise de 29, par exemple les États-Unis, ou la Grèce dans les années 2010, et qui n'ont pas vu les fascistes vaincre, conquérir le pouvoir, etc. Pourtant, je ne sais pas, si on prend la Grèce des années 2010, on a eu le cas, alors j'ai lu un article dans lequel on disait que la Grèce est le pays... Alors aucun pays n'avait connu une chute économique de l'ampleur de la Grèce hors situation de guerre, dans l'histoire des sociétés humaines. Bon. Et pourtant, la Grèce a bien vu effectivement la montée d'un mouvement néo-nazi, Aube dorée, qui a monté électoralement jusqu'à 8%, si je ne me trompe pas, et qui a eu des milices dans la rue qui ont agressé, tué des militants, Pavlos Fyssas notamment, et aussi des migrants. Ils avaient tué notamment un migrant pakistanais. Ils sont actuellement d'ailleurs en procès pour ça et pour du gangstérisme d'ailleurs. Mais il y a eu cette progression d'un mouvement néo-nazi, mais ce mouvement néo-nazi n'a pas conquis le pouvoir politique en Grèce. Donc, il ne suffit pas d'une crise économique pour que les fascistes soient en capacité de conquérir le pouvoir et de transformer la société dans le sens de leur projet. D'une certaine manière, il faut aller plus loin et donc il faut, pour que les fascistes soient en capacité de l'emporter, il faut non seulement une crise économique, il faut une extrême droite habile, notamment capable de dissimuler son projet, de le faire passer sous une forme respectable, etc. Mais il faut d'une certaine manière une crise économique qui se transforme en une crise politique très importante, très profonde et généralisée. Alors, c'est là que j'utilise effectivement une expression un peu jargonnante de Gramsci, un intellectuel marxiste, un dirigeant du Parti communiste italien dans les années 20 et 30, qui a été emprisonné par Mussolini et qui est mort en fait de cet emprisonnement, quand je parle de crise d'hégémonie. Et effectivement, ça me semble être le cœur du problème parce que c'est dans des contextes de crise d'hégémonie, et je vais expliquer ce que j'entends par là, que les fascistes sont en capacité, non pas simplement de se développer un peu, comme l'Aube dorée à 8-10%, mais de
progresser vraiment davantage et d'être en quelque sorte candidat au pouvoir. Alors c'est quoi une crise d'hégémonie? C'est tout simplement, c'est très simple, hein, c'est une crise au cours de laquelle la classe dominante, et notamment ses représentants politiques, ses représentants dans le champ politique, devient de moins en moins capable non seulement de stabiliser la situation politique, mais de recueillir ou d'obtenir le consentement de la majorité de la population à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut faire, à ses politiques, à son projet, etc. Bon. Où elle a, en gros, on se retrouve dans une crise en quelque sorte de légitimité. Les représentants politiques traditionnels de la bourgeoisie, pour faire vite, sont considérés comme illégitimes par des franges de plus en plus considérables de la population, et la situation devient en quelque sorte ingouvernable, sans nécessairement, ou devient de plus en plus ingouvernable, sans nécessairement qu'elle soit ingouvernable parce qu'il y a des mouvements populaires de grande ampleur. Hein. Ça n'implique pas nécessairement ça. Mussolini arrive au pouvoir, par exemple, à un moment où il n'y a pas de mouvement populaire de très grande ampleur. Et idem pour Hitler. Hein. Au contraire, ils arrivent plutôt après des situations où il y a eu des mouvements populaires. Alors, justement, 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini, il y a eu effectivement un soulèvement pré-révolutionnaire, des occupations d'usines, très mal dans la plupart des grandes usines italiennes à ce moment-là. Mais au moment où Mussolini arrive au pouvoir, la situation est stabilisée depuis déjà un moment, et on se dit, mais pourquoi la classe dirigeante italienne a besoin de Mussolini à ce moment-là? En fait, non, elle n'a pas besoin de Mussolini pour réprimer le mouvement, parce que le mouvement a déjà été réprimé, et déjà la gauche italienne, socialiste et communiste, est déjà largement sur le recul, le mouvement ouvrier sur le recul, mais ils ont besoin de Mussolini pour stabiliser la situation politique, parce que même s'il n'y a pas de mouvement populaire très puissant, eh bien, la population ne veut pas des politiciens bourgeois traditionnels. Bon, ça, c'est un élément très important, hein, et que l'on voit à l'œuvre en France. Bon, et pas seulement en France, dans beaucoup de pays. Hein, les partis politiques traditionnels qui ont gouverné les capitalismes français, italiens, espagnols, etc., ou grecs encore plus, hein, n'apparaissent plus légitimes aux yeux de la majorité des populations. Apparaissent même sont carbonisés. Je veux dire, bon, prenons d'ailleurs les élections européennes, les 2 partis qui ont dominé la scène politique au cours des 30 dernières années en France ont fait 6% ou 6,5% pour le PS. Disons, ils auraient pu faire moins, ils ont réussi à trouver une tactique via Glucksmann pour se faire passer pour autre chose que ce qu'ils sont. Et LR, les Républicains, qui a fait, si on ne me trompe pas, 8%. Bon, c'est ça que valent aujourd'hui les 2 grands partis de la Ve République qui ont gouverné la Ve République. Les 2 grands représentants politiques traditionnels de la classe dominante en France, en tout cas sur les dernières décennies. 14%. 14-15%. Bon, on peut prendre la situation espagnole. Hein. Les partis. Il y avait 2 partis sur la scène politique espagnole qui dominaient outrageusement la scène politique, hein, le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, et le Parti Populaire. Aujourd'hui, on a à peu près 5 organisations qui se partagent l'ensemble de l'électorat. Donc on a des champs politiques un peu partout qui sont complètement éclatés. Ça prend des formes très différentes selon les pays, hein, selon les systèmes politiques, selon les modes de scrutin, etc. Il y a plein de variables qui entrent en jeu, mais il n'empêche, on voit dans tous les pays un éclatement du champ politique, une montée très forte de l'abstention, ou des votes blancs. On voit, même dans les cas où quand les partis sont élus, ils sont carbonisés très rapidement. Hein, on le voit, le macronisme, Hollande a été carbonisé très vite. Il n'y a guère que l'Allemagne où il y a eu une stabilité, mais les choses sont en train manifestement de changer. Hein. Merkel est une des seules dirigeantes politiques en Europe qui a réussi à se maintenir au pouvoir longtemps, etc., et qui tient à la position spécifique du capitalisme allemand en Europe, qui est une position hégémonique, dominante. Donc voilà, donc ça c'est le premier aspect de la crise politique. La crise d'hégémonie, c'est une crise d'une certaine manière de la domination politique de ceux d'en haut. Bon. C'est pas tellement qu'ils sont menacés dans leur pouvoir économique, ça, ils arrivent à faire suer des profits de plus en plus, il n'y a pas de problème, hein, l'exploitation se porte très bien. Mais par contre, sur le plan politique, leur domination est fragilisée. Les gens n'y croient plus, les gens ne croient plus aux bobards que racontent les politiciens professionnels depuis 30 ans sur, je sais pas, prenons un bobard traditionnel des années 80, le ruissellement, hein, on va donner aux riches, ça va retomber sur les épaules des pauvres, à travers des emplois. Bon, qui y croit? Qui croit par exemple qu'aujourd'hui on va donner 20, 30 ou 40 milliards à travers le CICE, c'est le truc créé par Hollande, qui est le usine à gaz, qui coûte beaucoup, qui en fait est payé par les impôts évidemment des Français, qui exonère les entreprises du paiement des cotisations sociales, donc les patrons, hein, et c'est nous, d'une certaine manière, à travers nos impôts, qui nous substituons aux patrons dans le paiement des cotisations. Est-ce que ça a créé des emplois? Non, au maximum de ce qui a pu être évalué, 80 000 emplois.
vous pouvez faire le compte, hein, 40 milliards, et encore, il faut ajouter chaque année des dizaines de milliards. Faites le compte et regardez combien ça représente d'emplois de fonctionnaires payés, je sais pas, à 1 500 €, en prenant même en compte les cotisations. Ça en fait beaucoup plus que 80 000. Bon, en fait, ce sont des cadeaux, évidemment, au patronat, etc. Mais, donc le bobard du ruissellement, on va donner aux riches, on va donner aux entreprises, et puis il va y avoir des emplois, de la redistribution de pouvoir d'achat, etc. Donc, en gros, plus personne n'y croit, et en particulier dans ceux qui n'ont aucune raison d'y croire, c'est-à-dire dans les milieux populaires. Alors, il y a un autre aspect de la crise d'hégémonie qui fait que cette crise d'hégémonie est généralisée, c'est que c'est pas simplement ceux d'en haut qui ont du mal à organiser leur organisation politique, c'est ceux d'en bas qui sont de plus en plus privés de ce qu'on peut appeler les formes de contre-hégémonie qui ont existé depuis un siècle et demi en fait dans la plupart des sociétés, c'est-à-dire qui étaient notamment toutes les formes d'organisation syndicale et politique étaient associées au mouvement ouvrier. Alors ça peut paraître un peu ancien, mais en fait c'est pas si ancien, jusqu'aux années 80 à travers la CGT avait encore 1,5 million d'adhérents, si je ne me trompe pas, au début des années 80. Bon, le Parti communiste était encore un parti extrêmement puissant, le Parti socialiste, bon, qui, en quelque sorte, organisait ceux et celles d'en bas, ceux qui militaient pour une autre société, d'une manière ou d'une autre, avec des projets différents, etc., mais qui représentaient quelque chose dans beaucoup de franges des classes populaires, etc. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est largement décomposé, délité, etc. Donc, c'est pas simple. Il y a une crise politique, cette crise politique est généralisée au sens où ceux d'en haut ont de plus en plus de mal à faire passer la pilule de leur politique destructrice, et puis ceux d'en bas ont de plus en plus de mal à s'organiser, en tout cas sur le plan politique, pour contester ceux d'en haut, les politiques qui sont menées par ceux d'en haut, etc. Et donc c'est ça bon. Et donc dans cette situation, des gens qui typiquement dans le projet fasciste prétendent représenter une troisième voie, ni capitaliste, ni socialiste, ou ni communiste, ni de droite, ni de gauche, peuvent essayer, et ont réussi dans certains pays, et notamment en France, à combler en quelque sorte ce vide d'hégémonie, à gagner le soutien d'une partie de la population à son projet, et ce sont donc les forces d'extrême droite. Donc une condition très importante pour que les forces d'extrême droite se développent, c'est la crise de légitimité des partis politiques traditionnels qui gouvernent le système. C'est ce qui fait une différence, par exemple, entre l'Allemagne du début des années 30 et les États-Unis. Dans les États-Unis, Roosevelt a constitué une sorte de roue de secours et est parvenu à trouver une voie qui a permis de restabiliser un tant soit peu le capitalisme états-unien à ce moment-là. Ce que n'a pas trouvé la classe dirigeante allemande au début des années 30, elle s'est d'une certaine manière, ses représentants politiques se sont affaiblis, et à un moment, ils ont joué la carte du nazisme. Hitler n'a pas pris le pouvoir par la force, contrairement à une espèce parfois d'idées reçues, etc. D'ailleurs, pas plus que Mussolini. Ils ont été appelés au pouvoir par les dirigeants politiques de droite. Hitler a été appelé au pouvoir par Hindenburg, le président. Mussolini a été appelé au pouvoir par le roi et soutenu par les milieux de droite, etc. Et il a passé des compromis. Ils ont tous les deux passé des compromis avec l'armée, avec l'Église, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première option de la classe dominante, les fascistes. Ils apparaissent comme trop imprévisibles, ça leur paraît être un peu des clowns, et ce sont des clowns. Je veux dire, Hitler était un clown minable et un clown criminel, mais un clown. Du point de vue de la bourgeoisie, c'était pas ça dont ils voulaient en premier lieu. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, nos représentants politiques traditionnels ne sont plus en capacité de stabiliser la situation politiquement, et donc il faut trouver une autre voie. Évidemment, ils n'allaient pas recourir à la gauche socialiste ou communiste, qu'ils exécraient, qu'ils haïssaient, et donc ils ont recouru à l'extrême droite. Mais c'est pas un cas simplement historique, c'est à peu près exactement ce qui s'est passé dans la dernière période au Brésil. La classe dominante brésilienne avait un compromis au cours des années 2000 avec le Parti des travailleurs. Bon, donc il y a eu des améliorations non négligeables pour une partie de la population, les classes populaires, en termes d'éducation, en termes de santé. Au début des années 2010, la classe dominante, parce que le capitalisme brésilien est entré en crise, ils ont rompu le compromis qu'ils avaient avec le Parti des travailleurs, et rupture qui s'est manifestée par le fait qu'ils ont tout simplement destitué la présidente pour des motifs là encore largement fallacieux, la présidente élue du Parti des travailleurs, Dilma Rousseff. Ils ont mis à la place la droite. Or, la droite, pendant les quelques années où elle a été au pouvoir au Brésil, elle s'est retrouvée à la fin complètement délégitimée. Le Premier ministre Temer ne pouvait pas plus se pointer dans aucun village au Brésil ou dans aucune ville au Brésil sans voir affluer des gens en train de lui dire « dehors, casse-toi, fort, Temer, dégage », etc. Bon, et donc, ils étaient en incapacité de gagner même la dernière élection.
Donc, et ce qui se présentait, c'était que Lula la gagne. Donc ils ont foutu Lula en prison, et comme ils se retrouvaient sans représentant politique, ils se sont dit, il y a ce politicien d'extrême droite, vraiment un clown minable, connu uniquement au Brésil pour ses déclarations misogynes, homophobes, racistes, etc., Bolsonaro. Et ils se sont dit, bon, ce gars-là a des bons scores dans les sondages, on va le pousser, y compris, il y a eu des fonds d'entreprises brésiliennes pour alimenter des fake news, ce qui circulait au Brésil via WhatsApp, c'est comme ça que ça circulait, des chaînes de messages avec des informations fausses, systématiquement fausses, sur la gauche, sur le Parti des travailleurs, sur le Parti des travailleurs qui apprendrait, un peu pareil qu'il y a eu en France il y a quelques années, qui apprendrait aux enfants à se masturber à l'école, ce genre de dannerie, mais qui a pu attirer une partie de la population brésilienne, notamment les franges les plus réactionnaires, les plus intégristes des classes populaires, mais qui a surtout, par ailleurs, attiré les votes très fortement des classes dominantes brésiliennes, parce que ce que leur a promis Bolsonaro, notamment les grands propriétaires terriens, c'est de les débarrasser des militants du mouvement des sans-terres, de leur dire qu'ils allaient avoir les coups des franges pour les massacrer. Et par ailleurs, chaque année au Brésil, il y a des militants qui sont tués par les grands propriétaires terriens, etc. Alors voilà, il ne faut pas que je sois trop long, là je fais un peu mon Fidel Castro. Bien sûr, bien sûr. Donc je vais finir sur deux mécanismes qui renforcent l'extrême droite et qui sont en partie issus de cette crise politique. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais qui font l'objet chacun d'un chapitre dans le bouquin. Il y a un chapitre en gros qui explique cette idée de crise d'hégémonie, ensuite deux chapitres que je vais évoquer rapidement. Le premier mécanisme, c'est tout simplement le durcissement autoritaire. On sait tous, quiconque a manifesté depuis une vingtaine d'années voit bien, ou plus parfois, qu'il y a eu un durcissement autoritaire au cours des dernières décennies, et plutôt des dernières années. Je dirais le premier exemple pour moi, en tant que, parce que je suis intellectuel mais aussi militant, c'était les manifestations en solidarité avec Gaza à l'été 2014, où on a eu une répression absolument ahurissante de certaines manifestations, des interdictions de manifestations, etc. En 2015, autour de la COP21, Hollande a utilisé l'état d'urgence pour empêcher les manifestations. D'ailleurs, il le dit explicitement, je le cite dans le bouquin, dans le livre « Un président, ça ne devrait pas dire ça », il aurait surtout dû pas le faire, mais il dit on a utilisé effectivement l'état d'urgence pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme, et ça nous a permis de gérer la COP21. Vous savez, ce sommet des grandes puissances sur les questions écologiques, etc., qui est généralement à cause d'une souris. C'est encore en grande partie. En 2016, la loi travail, et là, la séquence autour des Gilets jaunes, on a vu une répression ahurissante, donc manifestée à travers les mutilations que j'ai évoquées tout à l'heure, mais manifestée à travers le nombre de personnes incarcérées. Et c'est du jamais vu dans l'histoire des 50 dernières années. Je veux dire, il faut mesurer cet aspect-là. Le nombre de personnes gardées à vue, le nombre de personnes qui ont des peines de prison ferme pour souvent rien du tout, ou des interdictions de manifester pour avoir eu du sérum physiologique que les gens évidemment ont parce qu'il y a des gaz lacrymogènes balancés indistinctement, etc. Parce qu'ils ont des lunettes de plongée qui leur permettent de se protéger éventuellement des flashballs, etc. Voilà, donc on a un durcissement autoritaire qui est lié à la crise d'hégémonie. Parce que, pour le dire très rapidement et schématiquement, mais j'essaie d'être un peu plus précis dans le bouquin ou complexe, mais je vais le dire rapidement, mais quand vous gouvernez de moins en moins avec le consentement de la population, même un mouvement qui est relativement faible numériquement, les Gilets jaunes n'ont jamais réussi à dépasser quelques centaines de milliers, mais avec un soutien populaire large, etc. Mais c'était assez nettement moins que certains mouvements qu'on a connus par le passé, mais y compris en 2010 où il y a eu des manifestations, une dizaine de manifestations à plus de 2 millions de manifestants contre la réforme des retraites de Sarkozy. Là, un mouvement qui était pourtant relativement faible numériquement a effrayé le pouvoir aussi par sa radicalité, etc., par le fait qu'il attaquait, que ce mouvement est allé dans les quartiers bourgeois et que ce mouvement ne présentait pas de gens pour négocier, etc. Donc ça les a effrayés et ils ont recouru à une répression farouche. Mais en grande partie, c'est parce qu'ils sentent bien que leur domination est fragilisée, qu'ils ne trouvent pas de relais dans la société, de moins en moins de relais dans la société française, qu'ils ont de moins en moins le consentement de la population à ce qu'ils font, etc. Ils perdent le contrôle, ils perdent la maîtrise de la situation politique et donc ils utilisent de plus en plus la répression. Quand on peut, pour reprendre des catégories de Machiavel, quand on peut utiliser de moins en moins la ruse, c'est-à-dire des stratagèmes idéologiques pour vous convaincre que ce qu'on fait est bon pour vous, etc., on utilise la force. Bon. Mais par ailleurs, un pouvoir qui utilise de plus en plus la force, c'est un pouvoir fragile. Bon. Et ils le savent, c'est-à-dire que régulièrement, ils essaient quand même de replacer les choses. C'était toute l'histoire du grand débat de Macron, c'était pour faire en sorte qu'on repasse sur le terrain pacifique, de la discussion entre des interlocuteurs, etc. Bon, ça
à moitié marché en réalité. Ça n'a pas été un complet échec, mais évidemment, c'est quand même apparu comme une manœuvre pour la majorité de gens. Alors, pourquoi ça renforce l'extrême droite? Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse là ici. C'est que le durcissement autoritaire, c'est le programme de l'extrême droite d'une certaine manière. Bon. Et donc, quand vous avez des politiques hyper sécuritaires et des discours qui les accompagnent, qui disent qu'il faut toujours plus de sécurité, toujours plus de répression, etc. Évidemment, là encore, vous mettez de l'eau au moulin de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est la force qui, depuis la fin du XIXe siècle où elle émerge, se propose de rétablir l'ordre, ou prétend qu'elle seule peut rétablir l'ordre et la sécurité, que propose les politiques les plus sécuritaires, les plus ultra-répressives, etc. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire que, à terme, à moyen terme, à long terme, c'est l'extrême droite qui est favorisée par le fait que toutes les forces politiques se rallient d'une certaine manière à ce sens commun, à cette idéologie dominante sécuritaire, et qu'à la fin, comme disait Jean-Marie Le Pen, les gens vont finir par préférer l'original à la copie. Et c'est déjà en partie ce qui s'est passé, en fait. Pourquoi beaucoup plus de gens votent pour le Front National? Eh bien, sur le long terme, on peut penser que c'est parce qu'une partie du monde politique s'est ralliée aux solutions aux prétendues solutions que le FN propose depuis toujours, et se dit, finalement, on va voter pour ceux qui les proposent depuis toujours, et qui ont l'air les plus cohérents dans cette idée qu'il faut réprimer plus durement les quartiers populaires, les minorités, les musulmans, les Roms, les migrants, etc. Bon. Alors ça, c'est un premier mécanisme très simple. Alors, on pourrait ajouter que tout cet empilement de lois antiterroristes, de remise en cause des libertés publiques, etc., ça fournit toute une base institutionnel et tout un arsenal juridique qui serait immédiatement disponible pour un gouvernement d'extrême droite et qui leur permettrait de changer, de liquider politiquement toute opposition sans avoir à sortir de la légalité républicaine, entre guillemets. Alors sans parler du fait que la Ve République est une constitution parfaitement très éloignée de tous les standards démocratiques, même en Occident. Je veux dire, c'est une constitution hyper présidentialiste, où le pouvoir exécutif a un pouvoir que l'on connaît dans très peu de sociétés, très peu contrôlé par le Parlement. Le Parlement est un Parlement croupion en France. C'est à rien, le Parlement, c'est du théâtre, c'est du jeu. En réalité, tous les projets de loi sont en fait élaborés, ou presque, dans les cabinets ministériels, et les gens votent comme un seul homme. Vous avez vu ces majorités en marche qui votent comme un seul homme les projets proposés par les ministres. Il n'y a pas de séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ceux qui font la loi, c'est l'exécutif, en France. Ce qui n'est pas le cas dans absolument tous les pays. Et puis vous avez dans la Constitution, dans la République, des moyens de suspendre l'état de droit, les pleins pouvoirs, l'état de siège, etc. Alors, deuxième mécanisme qui favorise, qui favorise l'extrême droite. Je suis désolé, je suis vraiment si long, mais je vais être fatigué. Le deuxième mécanisme, c'est, pour faire vite, c'est le racisme. C'est que quand vous gouvernez de moins en moins, quand vous êtes de moins en moins capable de gagner le consentement de la population sur une base, disons, d'arguments de type économique et sociaux, de on va améliorer vos conditions de vie, de travail, etc., quand les gens n'y croient plus, la tentation pour tous les gouvernements, pour toutes les forces politiques, en réalité, ils sont tous pliés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement, c'est de chercher à gagner le consentement sur un autre terrain, pas sur le terrain économique et social, ou pas tellement sur le terrain économique et social, mais sur le terrain identitaire, le terrain de la nation menacée, le terrain xénophobe et raciste, en fait. Ça va être de dire, effectivement, il y a des inégalités, ils ne le disent pas comme ça, je simplifie à fond, mais il y a des inégalités entre Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et puis telle ou telle caissière ou tel ouvrier, mais nous faisons quand même partie d'une nation qui est quand même un peu menacée par les musulmans, par les migrants, par les Roms, etc. On ne peut pas, d'une certaine manière, créer cette fiction qui est en partie une fiction ethno-raciale, parce que en fait, en sous-main, ce n'est jamais dit, mais ceux qui sont considérés en France comme les vrais Français, ceux qui n'ont jamais à se défendre, de se sentir français, etc., ce sont les Blancs, et pas seulement ceux qui sont d'origine française, y compris, moi je suis d'origine issue d'immigration, mais portugaise, on ne me demande jamais, on me traite jamais comme si j'étais un éternel invité. Mais quelqu'un qui est issu d'immigration algérienne, y compris depuis 3 générations, s'il apparaît comme algérien, s'il est musulman ou musulmane, eh bien on va encore le considérer comme un invité. Il va encore potentiellement subir des discriminations sur le marché du travail, il va potentiellement subir des contrôles d'identité au faciès, ou voire des violences policières, etc. Donc, la stratégie xénophobe et raciste, ou la stratégie du nationalisme identitaire, qui a été celle de nombreux politiciens, de Sarkozy à Valls, y compris en passant par Chirac dans les années 80-90, celui quand même qui, à quelques années seulement avant d'être élu président, a pu parler quand même du bruit et de l'odeur des Noirs et des musulmans dans un discours de meeting. La France, c'est quand même ce pays où on peut être élu 3-4 ans après avoir tenu ce type de discours.
Là encore, dans beaucoup de pays, vous seriez mort politiquement après avoir tenu de tels propos. Je veux dire, ça serait considéré comme tellement infamant qu'on dirait, non, là, c'est pas possible. Hein. En tout cas, certains pays, par exemple scandinaves, ça ne passerait pas, ce genre de truc. C'est comme les scandales de corruption, Juppé au Conseil constitutionnel, il y a plein de pays, ça passe jamais. Hein. La France est un pays qui a des mœurs quand même assez étranges sur le plan politique. Hein. La xénophobie et le racisme sont très répandus et ont en partie pignon sur rue. Mais ça renvoie à l'histoire française. Hein. L'antisémitisme dans toute la première moitié du XXe siècle était absolument central dans toute la politique française. Le racisme colonial, et tout ça a imprégné quand même les partis, le système politique français, la société française, etc. Alors, bon, là, c'est encore plus évident que ce que j'ai dit avant. C'est que, évidemment, quand tous les partis se sont ralliés à cette idée, notamment que l'immigration était un problème, que les immigrés étaient une menace, que l'islam et les musulmans également étaient une menace contre la République, etc., évidemment, ils ont fait le jeu du Front National, qui apparaît comme plus sérieux, plus cohérent sur ce terrain-là, et qui, à terme, en tout cas, ça a été bien montré par le destin du sarkozysme. Sarkozy, effectivement, a profité dans un premier temps de ce discours xénophobe et raciste en 2007 pour se faire élire assez confortablement contre Royal. Les électeurs du FN sont revenus au bercail, et plus nombreux. C'est-à-dire que non seulement ça n'a pas été durable, le fait que la droite récupère une partie de l'électorat de l'extrême droite, hein, mais en plus, c'est pour ça qu'à terme, la diffusion de ces idées xénophobes et racistes a permis à l'extrême droite de gagner de nouveaux électeurs. C'est pas simplement ces anciens électeurs qui sont revenus, c'est qu'elle en a gagné de nouveaux, qui viennent en général d'ailleurs de la droite, contrairement à ce que racontent les médias. Toutes les enquêtes depuis les années 80 montrent que l'électorat d'extrême droite, c'est un électorat qui en général vient de la droite, hein, et très rarement de la gauche, et encore moins de l'extrême gauche. Pour vous donner un exemple, en 84, la première percée du Front National, d'où viennent les électeurs du FN, même en 86 ou en 88, donc en gros, pour qui ils avaient voté quelques années avant, en 81, 55% avaient voté pour la droite, 30% avaient voté pour le PS, hein, près de 30%, et entre 0 et 1% pour le Parti communiste français. Les autres, le reste étant des gens qui n'avaient pas voté en 80, qui n'avaient pas 18 ans. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais voilà, donc le deuxième mécanisme, c'est la crise d'hégémonie fait que les politiciens traditionnels sont amenés à recourir de plus en plus à la xénophobie, au racisme pour draguer électoralement les gens, etc. Et qu'à terme, c'est un mécanisme, c'est une dynamique qui favorise la percée de l'extrême droite ou l'approfondissement de son audience dans la société française. Je m'arrête là. Juste un petit mot pas de conclusion, mais pour ouvrir la discussion, il y a deux choses que j'ai peu évoquées. Un peu le Front National, mais que j'ai finalement assez peu évoqué. Et il y a surtout la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait localement, nationalement, qui fait l'objet de la conclusion, mais que j'ai pour l'instant pas évoqué. Et je pense que ça viendra sans doute dans... Oui, peut-être ça viendra dans le débat, parce que c'est une question qui nous est...